Abélard ne parle pas de la croisade, on n'en parle pas à Laon, mais quand Abélard est à Laon, il se passe un événement assez exceptionnel sur lequel nous avons un texte important, et de cela aussi Abélard ne parle pas. Oui, le séjour d'Abélard à Laon a vraisemblablement, évidemment la chronologie, disons à quelques mois près, n'est pas tout à fait assurée, mais enfin en gros il est venu à Laon, probablement juste après un des épisodes les plus violents du mouvement communal, épisode bien connu à la fois par un des grands historiens du début, chroniqueur du début du XIIe siècle, qui est Guibert de Nogent, et puis un épisode qui a été retenu, il faut bien le dire, dans l'historiographie du XIXe siècle, de manière peut-être un peu, en le sollicitant un peu, comme vraiment le symbole du mouvement communal et de la révolte contre notamment le pouvoir de l'Église. Il y a eu une révolte populaire ou bourgeoise au cours de laquelle l'évêque de Laon, très grand personnage quand même dans le royaume, comme le rappelait Guy Le Brichon, a été assassiné, ce qui est quand même en fait exceptionnel dans le mouvement communal. Et nous savons par ailleurs, notamment par Guibert de Nogent, qui était un moine, un abbé, n'est-ce pas, que dans cette affaire, les chanoines de Laon, et notamment Anselme, ont essayé d'adopter une position d'intermédiaire, modérée, certainement relativement compréhensive vis-à-vis du mouvement communal, même naturellement s'ils étaient scandalisés de ce sacrilège qui était l'assassinat d'un personnage consacré comme un évêque, quels que fussent par ailleurs les crimes de cet évêque que ni Guibert de Nogent, ni Anselme n'ignoraient. Et alors de cet épisode, qui quand même n'a pas pu ne pas frapper, n'est-ce pas, les contemporains, et dont Abélard a certainement eu connaissance, et qui nous apparaît aujourd'hui comme l'expression la plus forte du mouvement communautaire urbain, eh bien, Abélard ne se fait pas l'écho, n'est-ce pas, ne se fait pas l'écho. Le Laon qu'il nous présente, c'est uniquement le Laon de l'école cathédrale, dans lequel il entre en conflit, et un conflit pour des raisons de personne, sans doute, et non pas tellement, comme le disait à l'instant Guy Le Brichon, pour des raisons doctrinales, car il était, même s'il en développait les intuitions, dans la ligne de l'école exégétique de Laon, donc c'est uniquement cela qu'il nous présente. Donc son Laon, c'est le Laon de l'école cathédrale, comme son Paris était le Paris de l'école cathédrale et du palais. C'est ça. Abélard, intellectuel urbain, comme on a tendance à le dire, cela veut dire, comme vous l'avez indiqué, quelqu'un qui est attiré par la ville en tant que centre où l'on peut se procurer des manuscrits, où l'on peut trouver des élèves, et où il y a un grand mouvement intellectuel. Mais en ce qui concerne, disons, tous les aspects sociaux et économiques qui sont, pour l'historien aujourd'hui, aussi essentiels dans ce mouvement urbain, ceci est en dehors des préoccupations. On pourrait dire de la vision. C'est ça. Abélard. De ce point de vue-là, Abélard reste un clerc et, disons, avec des guillemets, un féodal, si vous voulez. Après ce séjour à Laon, qui, comme vous l'avez souligné, nous rappelle que malgré l'émergence de Paris, la diversité scolaire et intellectuelle et théologique de la France du Nord est encore très grande. Dans cette première moitié du XIIe siècle, Abélard revient à Paris et redevient maître, et cette fois-ci à l'école Notre-Dame. À l'école Notre-Dame, oui, où il est admis par un évêque qui, à ce moment-là, c'est un Gilbert, n'est-ce pas, qui était un ami des Garlandes, nous dit-on. Donc là, il est introduit à l'école Notre-Dame, ce qui ne veut pas dire qu'il était chanoine de Notre-Dame. Il n'était pas chanoine de Notre-Dame, il était donc probablement un des professeurs, il devait y en avoir d'autres d'ailleurs, de l'école cathédrale. Et dans cette école cathédrale, chose remarquable, et qui correspondait certainement à la vision qu'il avait à ce moment-là du savoir, et même de ce qu'il se devait, enfin de ce qu'il était en tant que philosophe, il enseigne à la fois, alors est-ce que c'était le matin, l'après-midi, un jour sur deux, je ne sais pas, naturellement, les arts libéraux, comme il dit, c'est-à-dire avant tout la dialectique et la rhétorique, et la grammaire sans doute aussi, et puis l'écriture sainte, le commentaire de la Bible, qu'il avait donc appris malgré tout à l'école de Laon. Bon, nous retrouverons Abélard comme maître et comme type justement d'intellectuel. Nous réfléchirons précisément sur la pertinence de ce terme. Il nous faut maintenant arriver à Héloïse. Alors, la saison de l'amour, dites-vous, la rencontre a dû se produire fin 1115, début 1116. Comment cela se fait-il ? Alors l'épisode est évidemment exceptionnel, comme est exceptionnelle la figure d'Héloïse. Héloïse est une de ces rares dames du XIIe siècle, comme dirait Georges Duby, que nous pouvons connaître quand même assez bien, et même très bien pour le XIIe siècle. Mais ça n'est pas seulement une question de documentation, c'était certainement une figure extraordinaire, surtout si l'on tient compte de l'âge très jeune sur lequel elle apparaît au devant de la scène. Elle devait avoir 15 ans ou un petit peu plus. Alors que savons-nous d'elle ? C'est la nièce d'un chanoine de Notre-Dame. Ça signifie certainement qu'elle est de famille noble.
noblesse, donc cette noblesse de la région parisienne qui formait l'entourage normal des Capétiens et où se recrutaient les chapitres parisiens. Pourquoi son oncle lui porte-t-il un tel intérêt et pourquoi prend-il soin de son éducation? J'ai retenu dans mon livre l'hypothèse, qui n'est qu'une hypothèse tout à fait impossible à démontrer, je ne suis pas d'ailleurs le premier à la formuler, que ça pouvait être une fille naturelle. Elle ne parle jamais de son père, en tout cas on ne fait aucune allusion à son père. On connaît sa mère, n'est-ce pas, qui s'appelait Hyacinthe, qui était donc une sœur de ce chanoine nommé Fulbert. Est-ce pour cette raison? Je ne sais. En tout cas, toujours est-il qu'après l'avoir fait élever dans un des monastères chic, dirions-nous, n'est-ce pas, monastère royal, qui est celui d'Argenteuil, monastère de femmes, elle est ensuite donc amenée à loger dans la maison de son oncle, riche chanoine, ayant une belle maison à côté de Notre-Dame, et ce chanoine entreprend de lui faire donner une éducation soignée, ce qui peut paraître quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a quelques femmes savantes au début du XIIe siècle, il n'y en a quand même pas beaucoup, n'est-ce pas? C'est donc une initiative exceptionnelle. Bon, sans doute Fulbert lui voyait-il un avenir, qui d'ailleurs se réalisera en un sens, d'en faire une abbesse cultivée, une grande abbesse, n'est-ce pas? Après quelques détours. Après quelques détours. Allez, voilà. Ne racontez pas. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il fasse donc appel au maître le plus célèbre de l'époque, pour cela, n'est-ce pas? Enfin, du moins si on en croit ce que dit l'intéressé lui-même, et que Abélard, ce grand maître, après tout, en soit quand même accepté de donner des leçons particulières. Avait-il vraiment besoin de ça pour gagner sa vie? Ou bien était-il, c'est comme ça qu'il nous présente les choses, naturellement, déjà séduit par cette jeune fille qu'il avait pu apercevoir dans le quartier de Notre-Dame, et que lui, homme qui jusque-là, nous dit-il, avait vécu dans une parfaite chasteté, n'est-ce pas, jusqu'à l'âge d'environ 35 ans, il succombe tout à coup à l'amour et il se prend d'une passion dévorante en quelque sorte pour Héloïse, qu'il entreprend de séduire, parce qu'en même temps il se présente et tous ses rapports avec Héloïse seront présentés par lui sous le double point de vue d'une passion brûlante, irrésistible, mais en même temps d'une stratégie de séduction. Et là encore donc un aspect de pouvoir, si vous voulez. Donc, cette aventure, cette séduction, et en plus, une aventure que les protagonistes ne tiennent pas particulièrement secrète. Non, au contraire, il l'affiche en quelque sorte, tel que les choses nous sont racontées dans l'histoire de mes malheurs, mais confirmées par d'autres documents, donc une liaison quasiment au grand jour, puisque Abélard avait composé des chansons. Nous avons plusieurs allusions bien plus tard, et Héloïse parlera encore de ces chansons qu'il avait composées en son honneur et que tout le monde chantait, en tout cas dans le monde des écoles. Donc ils s'aiment, ils se rencontrent, amour charnel, n'est-ce pas? Ça n'est pas seulement un amour de loin, un amour courtois, et évidemment, au bout de quelques mois, n'est-ce pas? D'abord, Fulbert se rend compte de ce qui se passe, et ensuite, Héloïse est enceinte. Oui, disons tout de suite ce qui confère aussi un certain caractère à la fois romanesque et dramatique à cette histoire, que la liaison d'Abélard et d'Héloïse n'a duré que quelques mois. Oui, très brève, certainement, très brève. Alors, réaction de l'oncle. Réaction de l'oncle, évidemment, fureur d'une part, mais d'autre part, avec l'idée, ce qui était dans le fond, dans le comportement habituel des gens de cette époque et des familles de cette époque, car on se rend très bien compte à ce moment-là que derrière les protagonistes, il y a leur famille, n'est-ce pas? D'ailleurs, oui. Abélard le dit, les lignages, les parents, les amis, car lorsque l'honneur d'une famille est engagé, ce n'est pas un seul individu qui se porte en avant, mais l'ensemble du lignage, et notamment lorsqu'il s'agit de l'échange des femmes, comme diraient les ethnologues. Et par conséquent, Fulbert essaie d'obtenir un mariage que Abélard, n'est-ce pas, épouse Héloïse, auquel il a fait un enfant, n'est-ce pas. Et alors, c'était possible, naturellement, légalement. Abélard n'avait que les ordres mineurs, et le droit canon n'interdit nullement à un clerc n'ayant que les ordres mineurs de se marier. Simplement, ce mariage avait beaucoup d'inconvénients, car malgré tout, à une époque où l'Église de plus en plus insiste sur le célibat, n'est-ce pas, et sur la chasteté comme valeur cléricale, un clerc marié, tout en gardant théoriquement certaines prérogatives du clerc, est quand même rejeté plutôt du côté des laïcs et ne peut plus donc exercer ce rôle de professeur, et notamment de professeur de théologie, auquel se destinait Abélard. Abélard accepte le mariage, mais il demande que ce mariage reste un mariage secret, un mariage clandestin, qui est un mariage valide aux yeux de l'Église, mais qui n'entraînera pas la cohabitation des deux époux, qui vivront séparés. Quant au fils d'Abélard, il est envoyé, je dirais presque comme otage, d'une certaine manière, à mon avis, dans la famille d'Abélard en Bretagne, et cette solution apparaît évidemment insuffisante à Fulbert, car il pouvait craindre, et là encore ça se conçoit très bien en termes de droit, que, au bout de quelque temps, Abélard fasse pression sur Héloïse,
qu'elle prononce des vœux religieux, et c'est la seule manière que l'Église reconnaît à ce moment-là de séparer une union légitime, de rompre une union. Chacun des deux époux fait des vœux religieux. Héloïse devenait religieuse, lui pouvait reprendre sa carrière ecclésiastique en quelque sorte. Mais ce premier point d'aboutissement, qui est le mariage secret, ne s'est pas fait sans que Héloïse manifeste quelques-uns des traits qui affirment le plus sa personnalité. C'est ça, c'est un thème que l'on voit apparaître dès le récit que nous fait Abélard lui-même et qu'elle reprendra elle-même dans ses propres lettres. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de doute sur l'authenticité de ses sentiments. Et on trouve dans son raisonnement ce mélange à la fois de vision lucide et de passion qui la caractérise. Elle comprend très bien que cette solution du mariage secret ne satisfera pas la famille de Fulbert, donc elle prévoit les catastrophes que cela entraînera. Mais d'autre part, alors là, elle se pose en femme libre, défendant les droits de la passion et de l'amour face à ceux du mariage arrangé, n'est-ce pas, du mariage conclu entre les familles, et elle exalte justement cette liberté que lui laisserait une liaison qui ne serait prise dans aucun cadre institutionnel. C'est un des traits qui paraissent les plus modernes dans cette attitude d'Héloïse, et c'est un de ceux qui font penser que, puisque celui-là, comme vous l'avez dit, il est très probable qu'il est authentique, pourquoi pas d'autres qui nous semblent aussi anachroniques, n'auraient-ils pas été Vous évoquez maintenant la roue de la fortune. Je vais en profiter bêtement pour faire vite tourner la roue. C'est-à-dire que ce qui semble avoir été presque une happy end, une fin heureuse de cette liaison, va se transformer en catastrophe. Décide de se venger. Et non seulement Fulbert, mais toute sa famille, nous le voyons clairement. Donc on voit qu'ils ont palabré, ils ont discuté, que faut-il faire? Il y a donc eu préméditation, incontestablement, et il monte un attentat qui est le type de la vengeance privée, n'est-ce pas? Là, nous sommes dans le monde, je crois, de ces mentalités, nous appelons pour faire bref, féodales. Des hommes de main, des sicaires, n'est-ce pas, commandités par Fulbert, font irruption la nuit dans la maison d'Abélard, se saisissent de lui, le châtrent. Donc ça n'est pas une vengeance aveugle, si on peut dire, n'est-ce pas? C'est la loi du talion, il est puni par là où il a péché, comme il dit lui-même, et évidemment, c'est à la fois un choc dont nous avons peine, et pour cause, à mesurer la gravité psychologique qu'il a certainement ressentie, et c'est évidemment une deuxième phase qui s'ouvre dans la vie d'Abélard et du couple qu'il continue et qu'il continuera jusqu'au bout à former avec Héloïse. D'autre part, comme vous le signalez, cet événement, pas plus que n'avait été la liaison entre Abélard et Héloïse, est tout de suite très connu. Tout de suite très connu, ça s'est passé en plein Paris, c'est quand même c'est un professeur célèbre, n'est-ce pas? C'est un professeur au Collège de France, si j'ose dire, qui est agressé ainsi, en pleine nuit, par les hommes de main d'un ecclésiastique certainement important. Ça s'est passé à quelques mètres de la cathédrale et du palais royal, les étudiants affluent, le lendemain on imagine la rue pleine de gens, d'ailleurs Abélard le raconte lui-même, et donc Abélard, immédiatement, qui réagit en homme de culture, projette sur lui-même les images de tous les eunuques de l'histoire, n'est-ce pas? Et il a donc un sentiment profond de douleur, mais de déshonneur, qui, s'ajoutant peut-être à une psychologie qu'il avait déjà développée dans les années antérieures, va en faire quelqu'un de plus en plus exceptionnel, si je puis dire. Ceci dit, il est clair, il n'y avait pas de raison qu'il en fût autrement, que sa carrière, disons, intellectuelle, entre guillemets, ne soit pas interrompue par ce malheur. Sa carrière ecclésiastique ne l'est pas non plus, mais elle change profondément. Elle change profondément parce que, dans un premier temps, ce statut de simple clerc, n'ayant que les ordres mineurs, n'a plus de sens pour lui. De plus, il veut fuir, nous dit-il, et donc il se fait moine. Alors, il ne va pas très loin, il va à Saint-Denis. Saint-Denis, grand monastère royal, là encore, protection royale évidemment, qu'il a fait admettre tout de suite, n'est-ce pas? Je ne sais pas si l'abbé de Saint-Denis était heureux ou non de le recevoir, mais on a dû lui imposer. Et il aurait pu aller à Cluny, il aurait pu aller loin, en Bretagne, que sais-je. Il va à Saint-Denis, le grand monastère donc royal, tout proche de Paris. Et pendant ce temps, Héloïse, elle-même, prend le voile, donc à Argenteuil, ce monastère royal de femmes auquel elle était également liée depuis longtemps.